et en tout cas, oui, c'est ce que je le reproche souvent. Ça finit par fonctionner. Ouais, donc je présente les intervenants de la première table ronde. Donc Catherine Charlebois est conservatrice, chercheuse et auteure. Depuis 2019, elle occupe le poste de chef de section du MEM, Centre des mémoires montréalaises. Elle y supervise l'ensemble des activités entourant la recherche, les collections, les expositions et la médiation auprès des publics. Autrefois appelé le Centre d'histoire de Montréal, comme on a bien vu grâce à la présentation de M. Montpetit, elle ouvre pour cet organisme depuis 2009 où, à titre de muséologue, elle a coordonné de multiples projets d'exposition où l'histoire orale occupe une place prépondérante et novatrice et dont plusieurs ont été primés à l'échelle provinciale, nationale et internationale. Elle est la co-auteure des livres Quartiers disparus, Red Light, Faubourg à la masse, Goose Village et Scandale, le Montréal illicite de 1940 à 1960, publié en 2016. Par la suite, nous aurons Mathieu Gilles Bougie, qui est membre de la communauté ILNU de Mashtéou. Désolée, je ne sais pas prononcer. Merci beaucoup, c'est mieux, parce que sinon je vais prononcer de façon erronée. Après des études en anthropologie à l'Université Laval, il a notamment travaillé dans les domaines de l'animation culturelle en milieu autochtone et non autochtone. Par la suite, il a passé plus de 7 ans à travailler dans le domaine de la santé autochtone, avant de se joindre au Musée de la civilisation à titre de conseiller aux relations avec les nations autochtones. Et par la suite, on aura Éric Giroux, détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques et d'une maîtrise en histoire. Il est associé à l'Écomusée du Fier-Monde depuis plus de 25 ans. Il a occupé différentes fonctions au sein de l'institution avant d'en prendre la direction en avril 2020. Il a participé à plusieurs projets de recherche universitaire et a réalisé de nombreuses expositions à titre de chargé de projet ou de commissaire. Il compte également quelques publications consacrées à l'histoire et au patrimoine du quartier Centre-Sud à Montréal. Et on a donc notre modératrice, puisque l'idée vraiment de cette table ronde, c'est qu'on ait un dialogue, un débat entre les intervenants et aussi avec vous, le public, donc le public en salle et aussi le public sur Zoom, on espère qu'on n'aura plus de problèmes. Donc je présente rapidement notre modératrice, Nada Guzin Le Kik, si j'ai prononcé correctement, est professeure en muséologie à l'Université du Québec en Outaouais, cofondatrice des programmes en muséologie à l'UQO, qu'elle a dirigé entre 2015 et 2023, co-chercheur au sein du partenariat du CIECO, des nouveaux usages des collections dans les musées d'art, et membre du comité de direction du réseau patrimoine de l'Université du Québec. Titulaire d'un doctorat sur la muséologie de la réconciliation de l'Université Laval, ses recherches portent sur le rôle social du musée, l'identité, la diversité et l'inclusion, ainsi que la dimension patrimoniale et éthique du musée. Elle s'intéresse à l'agencivité et la transformation de cette institution. Ses travaux récents portent sur collections engagées et migration. Elle a publié sur l'histoire des musées nationaux, les musées de l'immigration, les musées et la guerre, les enjeux des récits des expositions, la médiation interculturelle du patrimoine, ainsi que l'histoire et la circulation transnationale des idées en muséologie. Merci beaucoup, Nada, d'avoir accepté d'être notre modératrice. Et donc, c'est intéressant aussi, quand on entend la biographie, la mini-biographie de tous les intervenants, de voir aussi qu'on a un panel donc assez riche et avec des intervenants qui sont plus qu'en mesure donc de débattre par la suite les propos présentés en début de journée d'études. Merci beaucoup et je laisse la parole donc aux intervenants et surtout à Nada. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça... Oui, ça fonctionne. OK. Donc, en fait, moi, on m'a invité cet après-midi pour vous parler de collaboration citoyenne. J'ai vraiment... je vais mettre l'emphase sur des moments clés dans la conception du MEM qui nous ont amenés à faire de la collaboration citoyenne, comme je le disais, quelque chose qui est au cœur de ce projet muséal-là. Vous pouvez passer à la prochaine diapo.
Un des premiers jalons qui a été très, très important, ça a été une rencontre qu'on a fait avec la Boîte Rouge Vif. Alors, la Boîte Rouge Vif est un organisme qui est devenu... qui fait beaucoup de qui a mis en place la collaboration citoyenne, mais un travail qui s'est fait beaucoup sur le terrain avec les communautés autochtones et qui ont développé une expertise. Et c'est une expertise que nous, on est allé chercher en consultation parce que je vous dirais que quand on s'est lancé dans le projet du MEM, je ne peux pas vous cacher qu'il y avait quand même il y a quand même une certaine angoisse à travers tous les gens qui sont là, toute l'équipe qui est là. On sait qu'on va devenir un plus gros musée, plus de gens, plus de projets, mais surtout qu'on avait travaillé beaucoup déjà de la collaboration citoyenne, de la voix citoyenne, des dialogues citoyens, inclure la participation citoyenne dans nos projets, mais de l'imaginer à une très grande échelle, dans tous les projets, à l'échelle du musée au complet, et de même dire que on veut créer un musée où la co-création citoyenne est moteur et le cœur de la réflexion. Wow, c'est un peu beaucoup. Ça nous impressionnait tous. Mais aussi, on se posait beaucoup de questions sur la mécanique. Comment on peut faire? Comment est-ce que cette collaboration, comment on peut continuellement, dans tous les projets, à toutes les étapes, inviter les citoyens à partager ce projet-là? J'ai choisi cette image-là parce que je pense que c'est le moment où on a tous fait... OK, c'est ça la collaboration citoyenne. C'est pas toujours dans le tapis niveau 7 à toutes les étapes. C'est pas obligé d'être toujours vraiment là au plus haut niveau, à tous les moments de la conception. Ce que vous voyez, en fait, là, vraiment rapidement, c'est que c'est les 7 niveaux de la collaboration citoyenne. Ça va qu'il n'y en a aucune jusqu'à une action concertée, une action collective, là, où c'est d'égal à égal. Et c'est ce qu'avait, en fait, décortiqué la Boîte Rouge Vif. Donc, à chacune des étapes d'un projet, bon, ici, c'est un exemple d'un site web, que ça soit de la conception jusqu'à la réalisation. La collaboration, elle est présente, mais elle est présente à différents niveaux, à différents moments. Et je vous dirais que ça, je l'ai vraiment ciblé comme un moment charnière dans notre conception parce qu'il fallait comprendre ce qu'était la collaboration citoyenne pour un peu l'apprivoiser. On peut passer à la prochaine. Un autre jalon très important dans la conception du MEM, dans un esprit de collaboration, de co-création, ça a été d'inviter beaucoup de gens à venir rêver, imaginer le MEM avec nous. Donc, ce que vous voyez, en fait, rapidement, c'est le résultat, au final, de 10 comités, 85 personnes consultées. Et ces personnes-là ont été consultées de 2 à 8 fois à l'intérieur du projet. Vous avez des comités externes, des comités internes, des sous-comités. Ça s'est fait graduellement. On est essentiellement parti avec le comité citoyen, le comité scientifique que vous pouvez voir et les comités internes, les 2 premiers. Le 3e s'est rajouté aux conversations. On a commencé à dialoguer ensemble, à ouvrir le projet parce que je vous dirais que c'est dès le moment zéro là, de la conception. La première question que j'ai posée au comité citoyen scientifique, ça a été si vous pouviez imaginer un musée qui traite de l'histoire de Montréal, qu'est-ce que vous voudriez y retrouver dedans? On est vraiment au début du projet, là. On n'a rien décidé et l'idée, c'est qu'on ne va pas décider seul. On va vraiment le faire avec vous. C'était aussi des comités qui étaient vraiment... qui n'était pas que consultatif ou qu'on informait ce qu'on faisait, mais c'était des comités qui avaient de l'impact sur le projet, qui pouvaient changer le cours des choses. C'était des comités aussi qui pouvaient réagir, qu'on invitait surtout à réagir à toutes les étapes. Donc, et qui pouvaient commenter. C'était vraiment aussi dans une idée d'ouvrir des perspectives, d'ouvrir de la conversation, mais de confronter nos idées aussi. Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on trouvait bien chouettes, bien cute, bien le fun, qu'on avait envie de faire, puis qui ont fait non, on va pas aller là. Ah, OK. Puis là, ils nous expliquaient pourquoi. Puis là, tranquillement, je pourrais dire qu'une chose qu'on avait peut-être un peu moins anticipée, c'était aussi
pour dire la copédagogie qui s'est faite. Parce que à la fois, les gens des comités apprenaient comment on réalisait un musée, comment on pouvait concevoir. Parce que pour eux aussi, quand ils sont arrivés à la table, c'était un peu beaucoup de dire « Oh mon Dieu, je participe à la création d'un nouveau musée », nouveau en guillemets. De notre côté, on en apprenait plus sur des sensibilités, sur des points de vue, sur des façons de faire, des angles morts aussi qu'on n'avait pas réalisés. Donc, je dirais ça a été vraiment aussi un moment assez charnière. Et je vous dirais aussi que dans le temps qu'on nous donnait pour réaliser le même avec le mandat de mettre en 3D les Montréalités, l'identité montréalaise, comment faire ça, puis essayer de faire écho à beaucoup de ces réalités-là, c'était pas évident. Et eux ont fait toute la différence parce que ça nous permettait de faire quelque chose quand même beaucoup plus rapidement que si on avait essayé de cogiter ça seul. La prochaine, s'il vous plaît. Un autre jalon très important, c'est qu'au-delà de concerter, dialoguer, œuvrer dans ce que nous, on a longtemps parlé, c'est le partage de l'autorité qu'on a hérité beaucoup de l'histoire orale. En fait, c'était carrément dans la structure, les infrastructures du musée, dédier des espaces à la collaboration citoyenne. Donc, architecturalement parlant ou scénographiquement parlant, dans l'expérience du même, depuis déjà de nombreuses années, avant même qu'on consulte nos fameux comités, on savait qu'on aurait des espaces dédiés à des expositions qui sont issues de la population montréalaise. C'est au fil des conversations que finalement, on a dédié 2 espaces. On les a nommés, là, bon, c'est des petits noms qui vont avec un peu tous nos espaces qui sont nommés comme si on se promenait en ville, là. Donc, le kiosque, qui est le modulaire que vous voyez, là, qui est dans l'espace, qui est en fait... c'est dédié à des présentations de projets citoyens, mais déjà existants. Donc, généralement, on réactive des projets que des communautés ont déjà réalisés. Et le terrain de jeu, c'est dédié à des projets qui vont être entièrement co-créés avec le même. Bon, l'exemple, vous voyez, c'est la première qu'on a eue inaugurale, là, que ça, c'est très différent parce qu'elle occupait les 2 espaces. Là, généralement, là, déjà, même qu'elle n'est plus, elle est plus là, il y a 2... il y a 2 expositions complètement indépendantes les unes des autres qui sont là. Mais vraiment, l'idée, c'était que aussi ces espaces-là se situent dans les espaces publics du même. Les espaces publics sont des espaces accessibles gratuitement. Donc, c'était aussi cette idée-là que des projets citoyens parlaient à d'autres citoyens. On est un peu dans ce que nous, on appelle le tiers-lieu là, du musée, un peu comme dans les bibliothèques, un espace citoyen de forum où les gens peuvent venir, un genre de 3e lieu où les gens peuvent venir circuler, être en contact, mais on les voulait aussi en contact avec un contenu. Alors, il y a le contenu que nous, on présente comme institution, qui est l'histoire de Montréal, avec un peu toutes sortes de clins d'œil, et les dialogues communautaires qui sont présentés dans ces 2 espaces-là. Mais de dédier des espaces, ça envoyait le message, et ça nous envoie le message à nous, que continuellement, ce réflexe citoyen-là doit être pris en compte, on doit faire des projets de cette façon-là. Donc, je vous dirais que ça nous enligne constamment à créer ce genre de production-là, mais aussi, on a aussi une personne qui est entièrement dédiée 100% de son temps au projet citoyen et communautaire. C'est aussi dans la structure du musée, c'était une nouveauté. On peut passer au prochain. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la co-création dans un kiosque? J'ai pris cet exemple-là là, parce qu'il me reste probablement 1 minute pour terminer. En fait, ce que vous voyez, c'est vraiment un travail qu'on a fait avec Milton Park, la communauté Milton Park, qui est venue cogner à notre porte pour dire on aimerait parler de notre communauté. Donc, on s'est organisé avec eux, on a fait des ateliers de co-création, on a parti avec tous les sujets qu'ils avaient envie, toutes les images qu'ils avaient. On a commencé à choisir des thèmes avec eux. On a fait des sessions de co-design. Ils ont participé à la sélection de tous les contenus, de tous les thèmes. Et ils ont identifié aussi la graphiste qui est de leur communauté, qui va faire le graphisme du kiosque. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, c'est pas
quelque chose qu'on avait prévu, mais finalement, le graphisme, à chaque fois qu'on a un projet, ils ont toujours quelqu'un à proposer. Ils ont tout le temps quelqu'un qui est à leur couleur, qui sont habitués de travailler. Et généralement, c'est comme... Alors, c'est pas des graphistes du musée, ou c'est pas toujours le même designer qui vient, c'est leur couleur, leur parole. La même chose, c'est eux qui vont décider des textes, c'est eux qui vont... S'ils veulent les écrire, ils peuvent participer. Donc, ça aussi, c'est une chose qui est très importante. Puis on peut passer à la prochaine, qui est la dernière, je crois. C'est comme ça que commence un projet de collaboration citoyenne. J'aimais beaucoup cette image-là. C'est il y a 2 semaines, en fait, avec le prochain projet. Mais pour vous dire que, dans le fond, la première rencontre, c'est une rencontre où, ensemble, on se présente et on va un peu déjà décider de... Vous voyez, tu sais, le parcours dont je vous disais avec les différents niveaux. Déjà, on commence à dialoguer avec eux, à savoir qui va s'occuper de quoi, comment on veut travailler, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi le projet, etc. Donc, autour... et ça, c'est le projet qui va se faire, qui s'appelle « N'oubliez pas que nous sommes des outardes », qui est un projet fait avec différentes communautés autochtones qui se retrouvent ici, à Montréal. Et c'est un projet qui avait été mis en place par l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Donc, c'est un projet qui a été choisi par le comité des kiosques, parce que ça aussi, les projets, on les choisit avec un comité hybride. Donc, il y a des gens du MEM qui sont là et des gens de l'extérieur qui identifient les projets qui pourraient être intéressants. Et le projet commence de cette façon-là. Donc, on se rencontre, on jase, et puis on décide tranquillement qu'est-ce qu'on va faire avec ce projet, parce qu'il arrive avec un projet qui est existant, mais il faut toujours l'adapter au kiosque. Et je dirais que c'est quand même le moment fort du début d'un projet, donc fort P-H-A-R-E et F-O-R-T dans ce cas-là. Donc, voilà. Quelques questions d'agir dans la présentation ou à la fin? D'accord. J'essaie d'ajuster ça un peu. OK. Allô, 1, 2, parfait. Kwegwe Cassino. Bonjour tout le monde. Je viens de vous parler, dire 2 mots, 3, techniquement en Inuaimun, la langue des Inuits et des Ilnous. Les Ilnous, qui est le terme spécifique pour les gens de la communauté de Mashtewiyats, d'où vient ma famille maternelle. C'est la décennie, d'ailleurs, internationale des langues autochtones en ce moment. J'en profite pour le mentionner. C'est quand même une question d'importance partout dans le monde. Et ici, au Québec, l'état des langues autochtones, qui varie beaucoup, mais dont certaines sont sur le déclin et même en dormance, comme on dit. Je ne me prétends pas locuteur de l'Inuaimun, cela dit. J'ai beaucoup de choses à apprendre, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes autochtones. Donc, ma présentation se fera dans le français le plus compréhensible, je l'espère. Voilà, je suis conseiller aux relations avec les nations autochtones au Musée de la civilisation depuis à peu près 3 ans. Je suis le premier à occuper ce poste-là au musée. Le musée a une histoire intéressante en matière de sujets et de collaboration sur des projets autochtones. D'ailleurs, je pense que les présentations du début ont situé des éléments intéressants. On a parlé du Musée de la civilisation comme étant inscrit dans un renouveau, une période nouvelle en termes de muséologie, et sans doute que ça conditionne sa capacité en tant qu'institution à s'ouvrir sur les réalités autochtones et déjà entreprendre des actions de type décolonial avant l'heure, avant que le terme soit vraiment employé et parfois même suremployé. Mais tout ça reposait beaucoup sur les personnes qui travaillaient au musée. Et quand je suis arrivé, moi, j'avais pour mandat de rendre ça peut-être plus systématique. Il y avait déjà une politique qui existait au musée avant mon arrivée à l'égard des peuples autochtones. Et mes tâches ont consisté d'abord à développer un cadre de collaboration avec les nations autochtones pour, disons, donner un peu plus de substance et préciser diverses orientations qui étaient inscrites dans la politique. Vous m'excuserez, j'ai pas de PowerPoint. Dans certains cas, c'est un avantage lorsqu'il y a des pépins. Mais donc, je compte sur l'oralité. Peut-être qu'il y a une question, ma foi, de rattachement à la culture qui s'exprime en
faisant ça. Et donc, voilà, alors j'y vais freestyle. Donc, j'en étais au cadre de collaboration. Le cadre de collaboration, qui d'ailleurs est accessible, il se trouve assez facilement. Bientôt, il y aura une version à jour qui sera également accessible, prévoit un certain nombre d'actions qui sont réfléchies en partenariat d'ailleurs avec les milieux autochtones. Une des premières actions de ce cadre-là, c'est la création d'un comité d'action muséale autochtone. C'est À quand votre même service. important. Ah, ben c'est gentil. Je prendrai un café. Enfin. Donc, voilà, la création du comité d'action muséale autochtone, qui est un comité permanent qui doit accompagner le musée dans sa vie globale, je vous dirais. C'est un comité qui est composé de membres de chacune des nations autochtones au Québec, hein, qui sont au nombre de 11. Donc, les Premières Nations et les Inuits ont un représentant ou une représentante sur ce comité, qui est là, bien sûr, pour s'exprimer sur des questions relatives spécifiquement aux Autochtones, mais pas seulement, parce que l'idée dans tout ça, c'est de ne pas confiner les Autochtones à des sujets qu'on dirait qui les concernent spécifiquement et uniquement. Les nations autochtones, les individus sont des acteurs de la société dans son ensemble, et je pense que c'est ce vers quoi il faut se diriger de par nos actions. Donc, en les impliquant dans la vie du musée de manière générale, ben, non seulement on œuvre à la décolonisation, ben, je dirais même à la décolonialisation. Le musée en lui-même n'est pas un territoire colonisé, mais une instance coloniale, de par la tradition muséologique. Et aussi parce que c'est un musée d'État. Hein. Quand on parle d'intersectionnalité, il y a l'intersectionnalité du pouvoir, si vous voulez, qui s'exprime dans ce cas-ci. Donc, il y a un double enjeu, celui de décolonialiser la muséologie et l'État par la même occasion, parce que, disons-le, l'État québécois est colonial également. Donc, voilà, je m'éparpille un peu. Le CAMA, c'est une chose. Il y a des actions qui sont prévues concernant la programmation des expositions, évidemment, parce que on ne peut certainement pas tenir des discours et présenter des sujets sur les Autochtones sans leur pleine et entière participation ou validation. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des projets qui touchent en partie aux questions autochtones, mais qui ne sont pas des sujets, qui ne sont pas des projets autochtones en tant que tels. Donc, il y a plusieurs niveaux, là, je vous dirais, de collaboration, mais si je parle de décolonialisation, ben, ça va de pair avec l'autochtonisation. Hein? Donc, ouvrir l'espace à l'autre, ouvrir l'espace au monde autochtone pour qu'il puisse s'exprimer, ben, c'est ça. C'est deux faces d'une même médaille en ce qui me concerne, quand je regarde ça. Décolonialisation ou décolonisation et autochtonisation. Donc, les expositions sont en cause dans cette démarche-là. Les collections, évidemment, puisque aujourd'hui, on ne peut pas parler des musées et des Autochtones sans considérer ce qui touche aux questions de rapatriement. Et ça passe par la documentation, une documentation plus systématique des collections. Il faut toujours bien savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on conserve pour pouvoir examiner un peu là, le devenir de certains biens culturels qu'on retrouve dans les collections. Et ça doit se faire en partenariat, bien sûr, avec les milieux autochtones. Donc, il y a un partage de l'autorité et du savoir dans ce cas-ci. On ne se cantonne plus au domaine de l'autorité scientifique au sens classique du terme, même si on pourrait considérer que les savoirs autochtones contiennent de la science aussi, là, bien sûr. Donc, ça, c'est un élément, les collections. Il y a tout ce qui concerne l'accueil et l'expérience du visiteur autochtone également, parce qu'il faut que le musée soit un endroit plus attrayant et plus accueillant pour les personnes autochtones. Il faut qu'elles puissent s'y reconnaître. Une des actions qui a été posée en premier avec l'approbation de ce cadre de collaboration-là, c'est la gratuité d'accès au musée pour les personnes autochtones. C'est peu de choses quand on y pense, mais déjà, c'est une action qui, combinée avec d'autres, peut entraîner des résultats. Les questions de dotation aussi, hein, embaucher du personnel autochtone. C'est vraiment pas évident d'y parvenir dans un environnement comme la Ville de Québec qui est assez homogène et qui, donc démographiquement parlant, il y a des enjeux, mais c'est aussi la culture muséale en tant que telle qui est un environnement étranger à bien des personnes autochtones là, qui se disent que
Bah, pardonnez-moi l'expression, c'est une affaire de blanc, si vous voulez, les musées, là, dans certains cas. Cela dit, la muséologie autochtone a quand même pris un essor depuis les 50 dernières années. Il me semble que le musée des Abénaquis est le premier à avoir ouvert au Québec, suivi par d'autres. Et les musées autochtones ont un rôle communautaire souvent très important, de transmission, de pont entre les générations, d'enseignement des traditions ou des savoirs sur divers objets. Donc, ça se parle d'ailleurs, ce type de muséologie est celui qu'on retrouve au Musée de la Civilisation et dans d'autres musées, comme ça a été présenté aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a une certaine facilité à se relier et à poursuivre des objectifs communs dans la portion là, travail sur le plan de la communauté. Donc, le cadre de collaboration, pour résumer, s'oriente autour de ces différentes dimensions-là. Combien de temps me reste-t-il? Voir. 1 minute et des poussières. Ça tombe bien, j'ai presque fait le tour. Mais je vous dirais qu'on est aujourd'hui dans l'aboutissement d'une réflexion en termes d'enjeux autochtones dans les musées qui a débuté. En fait, il y a un coup assez franc qui a été marqué avec la publication du rapport en 92 du groupe de travail sur les musées et les Premières Nations, qui jetait quand même les bases assez primaires de la nécessité, si on fait une exposition sur une Première Nation ou qui concerne, c'est de le faire en tenant compte de leur avis, tout au moins les consultants. À cette époque-là, on n'était pas dans la gradation là, des démarches collaboratives comme ce qui a été développé par la Boîte Rouge Vif, Elisabeth Kane avec son petit guide de la grande concertation, notamment, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais déjà, il y avait une première étape à franchir. L'AMC a publié en 2022, 30 ans après, donc ce premier rapport-là, un nouveau rapport qui est encore plus, certainement plus ambitieux que le premier, pour doter les institutions muséales de lignes directrices, les orienter. Qu'est-ce qu'on fait pour se décoloniser ou se décolonialiser, si vous voulez? Merci. Alors, donc, à travers tout ça, pour conclure, entre-temps, il y a eu diverses étapes marquantes. On peut penser à la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones. On peut penser à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones aussi, qui s'adresse au musée de manière indirecte, de même que le rapport de la Commission de vérité et réconciliation, qui implique des enjeux sur les questions autochtones. Donc, on a fait bien du chemin. Les idées sont là, les principes sont bien compris. Les réflexes et la culture et l'agilité des organisations, ça reste encore des éléments sur lesquels on doit travailler, mais je pense qu'on a un bon momentum sur ces questions-là en ce moment. Jusqu'à maintenant. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Mais merci d'abord de nous avoir invités ici à venir partager notre expérience. Ma présentation vise surtout à présenter les origines de l'Écomusée du Fier-Monde, faire un survol rapide de son histoire et de l'évolution de ses pratiques, en espérant que cela apportera une perspective intéressante à la suite des discussions à venir. Mais pour présenter l'Écomusée, on vient de présenter d'abord le territoire sur lequel il est ancré, dont le Centre-Sud. Pas tout de suite. Donc, le Centre-Sud, faire un rapide survol historique, c'est le territoire qui est situé à l'est de la rue Saint-Denis, en bordure du fleuve, jusqu'aux voies du Canadien Pacifique, donc qui nous sépare de Schlager-Maisonneuve. Et au nord, c'est la rue Sherbrooke. Alors, ce territoire-là commençait à se développer surtout au milieu du 19e siècle avec l'industrialisation de la ville de Montréal. Et tranquillement, un quartier industriel a pris forme, mais aussi un quartier ouvrier. Donc, de nombreuses familles ouvrières sont venues s'établir ici, principalement d'origine canadienne-française, et ont formé ce vaste quartier-là, qui a continué sa progression industrielle jusqu'à peu près au milieu du 20e siècle.
Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le déclin de l'industrie qui a marqué le territoire. Déclin de la population aussi, parce que tranquillement, on était à 100 000 personnes en 1941. En 1981, on était à 32 000 personnes sur ce territoire-là. Donc, une chute assez importante de la démographie du quartier. Et pendant cette période-là aussi, de grands travaux, de grands chantiers qui ont modifié le paysage du centre-sud, donc disparition d'un certain nombre d'usines, disparition aussi de presque de sections entières du quartier. On n'a qu'à penser à la construction de Radio-Canada, qui a nécessité l'éviction de 5 000 personnes, donc qui ont perdu leur logement à ce moment-là. Donc, c'est un quartier qui subit des bouleversements assez importants à partir des années 1950. Après le déclin des familles ouvrières, le déclin des paroisses, qui avait un rôle important aussi d'un point de vue social, on va assister à l'émergence de toute une infrastructure d'organismes communautaires qui vont apparaître dans les années 70-80. Donc, des organismes qui se mettent sur pied en fonction de certains enjeux particuliers. Le logement en est un important. On en entend beaucoup parler aujourd'hui, mais déjà dans les années 70-60, dans le quartier, c'était un enjeu majeur. Donc, beaucoup d'organismes en logement vont être créés, des organismes d'éducation populaire, des organismes de défense de droits, des garderies. Aujourd'hui, ça a l'air un peu idiot de parler de ça. On a un réseau assez performant, mais à l'époque, des garderies, c'était à peu près inexistant. Et dans un quartier ouvrier, c'était important pour permettre aux femmes d'avoir accès au marché du travail. Donc, à l'intérieur d'un de ces organismes-là, soit les habitations communautaires Centre-Sud, on peut changer de diapositive cette fois-ci, il y a des gens qui sont préoccupés par ce qui se passe dans le quartier, par la disparition des usines, par la disparition du cadre bâti, et qui vont dire, ça nous prend un outil pour mettre en valeur notre histoire, notre patrimoine, pendant que celui-ci disparaît, puis pour le protéger aussi, pour mobiliser la population autour de ces enjeux-là. Alors, à l'époque, ils ne savaient pas exactement trop par quel bout prendre ça. Est-ce qu'on va créer un musée? Est-ce qu'on va créer un centre d'interprétation? De quelle façon on va mettre ça sur pied? Et c'est là qu'ils sont entrés en contact avec le service aux collectivités de l'UQAM, qui existe toujours, qui met en relation des besoins exprimés par le milieu avec des ressources universitaires. Et c'est là que Pierre Mérand va entrer en scène. Donc, Pierre Mérand, qu'on a parlé tout à l'heure, le rôle important qu'il a joué au niveau de la nouvelle muséologie au Québec et l'introduction du concept des écomusées sur le territoire ici. Alors, Pierre Mérand va s'impliquer, va s'impliquer dans le comité du musée qui va être mis sur pied à cette époque-là, au sein des habitations communautaires Centre-Sud. Et il va arriver avec son étudiant, son assistant de recherche, qui est René Binette à l'époque. Donc, René Binette va être associé étroitement à la création du musée, qui va être incorporé en 1982. Donc, en 82, on commence un peu l'histoire de cette organisation-là. En 84, on est installé dans un local, dans un centre communautaire. L'accréditation muséale, on va le voir un petit peu plus loin, va arriver beaucoup plus tard que dans le cas de l'écomusée de la Haute-Beauce. Ça a été un petit peu plus long et laborieux pour obtenir cette reconnaissance-là. Mais pendant les premières années d'existence, ça va être vraiment un terrain d'expérimentation. Puis, on peut peut-être insister sur un aspect plus particulier, celui de la participation des citoyens et des citoyennes. On peut passer à l'autre diapositive, où je vais mettre un peu en évidence 3 projets importants qui ont été développés au cours de cette période-là, puis qui vont être marquants pour l'évolution de l'écomusée. Donc, le premier projet en 1981, du marché d'hier au musée de demain, donc une exposition sur l'histoire des lieux de sociabilité dans le Centre-Sud. Et on va prendre comme témoin privilégié l'ancien marché Saint-Jacques. Aujourd'hui, l'écomusée se trouve devant l'ancien marché Saint-Jacques, mais à l'époque, on n'était pas encore à proximité. On n'avait pas vraiment de local qu'on occupait de façon pour faire de la diffusion. Et donc, l'idée, c'était de présenter un peu le rôle d'un marché public dans un quartier qui, oui, avait une vocation commerciale, mais surtout une vocation sociale dans les quartiers populaires où les gens s'y retrouvaient. Parce que souvent, il y avait, oui, les espaces commerciaux, mais souvent, à l'étage, il y avait une salle communautaire et il y avait plusieurs activités qui se déroulaient là. Et à l'époque aussi, les pionniers de l'écomusée avaient comme objectif d'être là, de trouver un local permanent à l'intérieur de cet ancien marché-là qui appartenait à la ville à l'époque. Donc, le niveau de participation avec ce projet-là, c'était vraiment d'inviter les résidents à venir à titre de visiteurs et à titre de participants aux activités de médiation qui étaient proposées. Ça a l'air idiot aujourd'hui de dire ça, de simplement leur niveau de participation d'être des visiteurs, mais on est dans un quartier où la population était défavorisée, souvent éloignée de l'offre culturelle. Alors, c'était déjà un premier défi de les amener à adhérer un peu à cette proposition-là. Quelques années plus tard, on a réalisé le projet Entre l'usine et la cuisine. Cette fois-là, c'est une quarantaine de femmes du quartier qui ont été interviewées, des femmes impliquées dans les organismes communautaires qui venaient
témoigner de leur parcours de vie. Donc, souvent, elles quittaient l'école très tôt. C'est des femmes, au début des années 80, qui étaient déjà assez âgées, donc qui avaient vécu leur jeunesse dans les années 30, 40. Et donc, souvent, elles avaient quitté très tôt l'école pour aller travailler quelques années pour amener des revenus supplémentaires aux familles ouvrières. Et lorsqu'elles quittaient le travail, lorsqu'elles se mariaient, bien, souvent, elles étaient cantonnées à l'univers domestique pendant plusieurs années, le temps que les enfants quittent la maison. Et ensuite, pour se réintégrer, pour participer à nouveau à la collectivité, c'était souvent à l'intérieur des organismes communautaires qu'elles pouvaient le faire. Donc, ces femmes-là ont été impliquées dans le projet comme des sources. Donc, c'était des entrevues, mais elles amenaient également des objets témoins de leur histoire. Ça pouvait être leur robe de mariage, des photos de leur mariage, des baptêmes des enfants, donc liés à leur histoire de vie également. Entre 86 et 89, un projet avec les retraités de McDonald's Tobacco, donc une usine qui est toujours active dans le quartier, une usine de tabac. Cette fois-là, on est allé un peu plus loin au niveau de la participation, c'est-à-dire que c'est les retraités qui ont identifié les thèmes qu'ils voulaient développer, qui ont participé à toutes les étapes de préparation du projet, création du scénario, rédaction des textes et tout ça. Et tout ça se faisait parallèlement avec un projet réalisé toujours avec le service aux collectivités de l'UQAM et la préparation d'un manuel de méthodologie qui s'appelle « Exposer son histoire », qui a reçu un prix de la SMQ à l'époque. Donc, ces 3 projets-là ont été importants et pendant tout ce temps-là, les premiers animateurs de l'écomusée cherchent aussi à pérenniser cette expérience-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de financement régulier. On cogne à certaines portes, certains programmes pour avoir du financement. Si on recule d'une diapositive, on voit qu'en 88, bien, il y a eu une reconnaissance du musée, mais cela ne venait pas avec un financement. Donc, c'est assez précaire quand même. Et à partir de 88, bien, les gens de l'écomusée vont vraiment chercher à pérenniser cette expérience-là et à obtenir un soutien au fonctionnement. Et ça va se faire sur une longue période. Et comme le mentionnait M. Monpetit tout à l'heure, bien, quand l'écomusée de la Haute-Beauce a perdu son accréditation, nous l'avons obtenue. C'est la première fois que quelqu'un évoque cette concordance-là. Ça ne m'était jamais apparu évident. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que oui, l'écomusée va être soutenu au fonctionnement, mais il fallait absolument que l'écomusée rentre dans la case musée. C'est-à-dire qu'il fallait avoir une collection. Pour être soutenu au fonctionnement en tant que musée, il faut avoir une collection. Donc, on avait cumulé quand même un certain nombre d'artefacts au cours des projets précédents, même si ce n'était pas l'objectif premier de l'écomusée de devenir un musée de collection. Mais les gens qui participaient au projet nous disaient, bien, vous êtes mieux de garder ça un jour, ça va vous être utile, puis nous, ça va disparaître chez nous. Alors, on a cumulé comme ça un certain nombre d'objets qui a formé une première collection. Puis, en 1996, bien, on obtient l'accréditation muséale qui venait avec un soutien au fonctionnement à hauteur de 80 000 $. C'est à peu près équivalent aujourd'hui en argent 2023, mais bon, 2024, mais ça, c'est une autre histoire, un autre enjeu. Au même moment, on obtient une entente avec la Ville de Montréal, un bail amphithéotique dans l'ancien bain généreux qu'on a transformé pour les besoins de nos activités. Donc, en 1996, il y aurait pu avoir un point de basculement dans l'histoire de l'écomusée. C'est-à-dire qu'on est financé comme un vrai musée, on a une collection, on aurait pu abandonner le terme écomusée puis dire, bien, on est le musée d'histoire industrielle et ouvrière de Montréal. C'était d'ailleurs le positionnement qu'on a adopté à l'époque, parce qu'en obtenant l'accréditation, on doit se positionner par rapport aux autres musées d'histoire. Et à l'époque, on s'est défini comme le musée d'histoire industrielle, ouvrière et de culture populaire de Montréal, parce que ces 3 entités-là nous permettaient de poursuivre notre travail sur le territoire dans lequel on était ancré. Mais par contre, on ne souhaitait pas abandonner le terme écomusée, on souhaitait poursuivre les expérimentations, poursuivre le travail avec la population. Et là, je peux évoquer peut-être un partenariat particulier qu'on a développé au fil des ans, et on peut aller C'est ça, exactement. Donc, le partenariat qu'on a développé avec l'Atelier des lettres, c'est-à-dire qu'on a cherché des façons de maintenir nos expériences au niveau de la participation citoyenne. Et l'opportunité est apparue en 1999 avec l'Association des musées canadiens qui a mis sur pied un programme qui s'appelait Lire le musée et qui était destiné à développer des activités d'animation pour les personnes analphabètes. Nous, on a vu l'opportunité de dire, oui, on va travailler avec les personnes analphabètes, mais c'est ces personnes-là qui vont faire leur propre exposition, qui est devenu le projet ABC et Travail. Donc, comme on voulait affirmer notre positionnement de musée d'histoire du travail, le thème qu'on leur a proposé, c'est, bien, vous allez venir nous raconter une expérience de travail.
Donc, première erreur qu'on fait parce qu'on leur impose une thématique qui ne les rejoint pas du tout. Les organismes d'alphabétisation populaire travaillent souvent avec des gens qui ont des problématiques particulières, des gens qui ont vécu l'itinérance, la toxicomanie, des problèmes de santé mentale. Donc, c'est souvent des gens qui ont un rapport difficile avec le travail. Alors, on a fait une présentation, on a essayé de recruter une équipe de travail. Finalement, il y a seulement 4 participants qui ont décidé de relever le défi. Mais quand même, le projet a été une source de motivation extraordinaire pour ces gens-là. Donc, apprendre à lire et à écrire avec en arrière de la tête, d'être lu par un public, bien, ça a été vraiment important. Et donc, nous, notre rôle, c'était de les accompagner dans différentes recherches. Ce qu'on avait choisi comme angle, c'est que chaque personne témoignait d'une expérience de travail, mais ils devaient documenter, devaient mettre en contexte leur expérience. Je peux vous donner l'exemple de Jean-Paul, qui avait 72 ans au moment où il a participé au projet. Il avait connu 1001 métiers dans sa vie. Il ne savait pas lire et écrire. Alors, pourquoi aller dans un atelier d'alphabétisation populaire à 72 ans? C'est qu'il voulait, avant de mourir, être capable de signer son nom sur son chèque de pension plutôt que de mettre un X comme il avait fait toute sa vie. Alors, lui était très volubile, il n'avait pas de problème à parler de travail. Et donc, il avait à témoigner d'une expérience dans une grande fonderie montréalaise, mais on lui a demandé de documenter ça un peu. On l'a accompagné dans des fonds d'archives, dans des bibliothèques, pour qu'il nous raconte aussi l'histoire de l'entreprise qui l'a embauché, le métier qu'il faisait, mais quelques idées aussi de l'évolution de ce métier-là. Alors, ça a été un projet assez stimulant et qui s'est soldé par une vraie exposition. Donc, il y a le personnel technique du musée qui a assuré le montage, le graphisme et tout ça. Et donc, ça a donné une vraie exposition avec des vrais médias qui sont venus. Et donc, Jean-Paul a accordé une entrevue à Radio-Canada à ce moment-là. Alors, sa sœur a dit, c'est le seul de la famille qui ne sait pas lire, mais c'est le seul qui passe à la radio. Alors, ça a eu vraiment un effet d'entraînement. Et quelques années plus tard, c'est l'organisme qui nous a contactés avec son propre financement pour faire un autre projet. Cette fois-là, c'est devenu jour de fête. On avait appris la leçon. C'est eux qui ont choisi le thème à ce moment-là. Et donc, on a poursuivi cette collaboration-là en expérimentant toutes sortes de choses avec eux et jusqu'en 2022 avec le projet Poésie du Centre-Sud. Et à ce moment-là, bien, on est en pleine pandémie. Alors, on faisait des circuits urbains. On leur racontait l'histoire de certains lieux qui leur inspiraient des poèmes. Donc, on travaillait aussi avec une formatrice qui était poète. Et donc, ils faisaient de l'écriture collective à partir des contenus historiques qu'on leur avait transmis. Et ensuite, ils transformaient ces poèmes-là en installations artistiques avec une artiste qui s'appelle Patty Van Roost. Alors ça témoigne un peu du type de projet qu'on maintient au niveau de la participation citoyenne. Alors, j'arrêterai ici parce que je pense que ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai dépassé la limite. Merci. Merci à vous trois pour cette présentation vraiment intéressante et passionnante. Donc, qui me fait penser, et on voit premièrement une grande évolution dans les pratiques dans les musées, une grande évolution par rapport à la collaboration au sein du musée. C'est la première réaction en vous écoutant. On voit, par exemple, avec le Musée du Fier-Monde, toute cette évolution depuis les premiers musées, concept écomusée. Donc, on avait la présentation de Raymond Petit aussi. Et donc, on peut voir un peu l'histoire de participation dans un quartier, etc., pour aussi développer par la suite d'autres types de collaboration plus près, comme même aujourd'hui. Ça, c'est déjà constat sur une évolution très importante dans ces pratiques-là. Et aussi, j'ai aussi une deuxième première remarque, c'est par rapport à la présentation sur MEM, dans laquelle, pour toutes les approches de musée que vous avez développées et tout ça, vous avez engagé la boîte rouge vif. Et donc, c'est quelque chose qu'on observe aussi quand je fais les études donc pour comparer les pratiques dans la muséologie. Il y a certainement quelque chose qui se passe présentement, c'est-à-dire qu'il y a une expertise autochtone au niveau de la collaboration qui est transmise dans d'autres contextes. On le voit beaucoup ailleurs au Canada, où ça commençait beaucoup plus tôt déjà, dans les années 88, avec la fameuse exposition qui a provoqué la controverse, puis tout a démarré, puis on avait commencé à intégrer les collaborations dans les musées. Mais on voit cette expertise, notamment avec Elizabeth Kane, Boîte Rouge Vif et tout ça, qu'on voit au Musée de la Civilisation et on voit maintenant au même.
Et donc, ça confirme cette hypothèse que j'avais de cette importance de transmission de cette expertise pour d'autres types de collaboration. Et ça me semble quelque chose qui ressort ici et qui est très important à souligner. Aussi, donc, pour aller plutôt pour vous poser les questions, donc il y a plusieurs activités qui sont en train de se passer présentement et je vais commencer avec MEM, donc qui est nouveau, mais qui en même temps a une riche expertise de musée de l'histoire. Et donc, on voit déjà dans la présentation qu'il y a tout ça, par exemple, kiosque. Moi, je me souviens de voir quelque chose de type kiosque dans des expositions, etc. Donc, qui est très bien. Donc, il y a une continuité en même temps. Nouvelle approche que vous prenez ailleurs. Donc, il y avait une remarque au niveau de contenu, de collaboration au niveau de contenu. Donc, jusqu'à la date où vous venez, mais comment vous pensez poursuivre cette collaboration pour vraiment impliquer comme la co-création de contenu? J'ai accroché à cet élément en vous écoutant. Donc, parce qu'on sait, c'est surtout dans les contenus où il y a une problématique au niveau du contenu quand on fait la co-création, collaboration, c'est-à-dire le partage d'autorité. Donc, comment ce contenu, donc jusqu'à où on va? Je sais que vous commencez, mais je sais aussi que vous avez une riche expérience dans ce domaine. Bien, en fait, pour nous, ça ne pose pas vraiment tant un enjeu parce que le positionnement qu'on a par rapport à ça, surtout dans le contexte du kiosque et du terrain de jeu, puis là, c'est surtout avec le kiosque qu'on a expérimenté le plus, mais en fait, c'est qu'ils sont les contributeurs du contenu. Mm-hmm. Nous, on est des facilitateurs, donc notre façon de travailler, c'est que dans le fond, je voudrais dire, on partage on partage l'autorité, mais on partage l'autorité dans différentes fonctions. Puis la fonction d'apporter le contenu, c'est pas le musée dans un cadre comme dans les expositions communautaires. Nous, on apporte plutôt une expertise au niveau de les orienter sur comment choisir des contenus, comment faire les étapes. Un peu ce que nous, on fait professionnellement comme muséologue. Trouver des stratégies aussi pour comme... En fait, c'est plutôt, des fois, entre les membres des équipes de communautaires qu'il faut qu'on s'entende entre les contenus. C'est pas entre le musée et les citoyens, c'est plutôt le groupe de citoyens entre eux, comme dans Milton Park. Ils s'entendaient pas tous sur qu'est-ce qu'on devrait inclure dans l'exposition. Donc, des fois, c'est un peu faire le libre arbitre de ça, mais c'est eux qui... Il faut juste les accompagner dans comment on crée ça. Je ne sais pas si je réponds à votre, à votre question. Peut-être que je n'ai pas bien posé la question parce que vous avez fait 12 espaces pour la collaboration citoyenne. Ouais. Et dans cet espace-là, c'est les citoyens eux-mêmes qui vont proposer les contenus, donc, et tout ça. Et vous agissez comme facilitateur. Oui, tout à fait. Genre de médiation, etc. Voilà. Mais maintenant, la question se pose, est-ce qu'il y a même type de collaboration au niveau de votre exposition permanente? De quelle manière? Ah oui, l'exposition permanente, oui, ça a été beaucoup dans la... Est-ce que c'est isolé ça, c'est les comités que je vous ai présentés, où là, à quelque part, il y a eu un partage de l'expérience montréalaise, d'un peu ce qu'on aurait envie de voir, recevoir en tant que Montréalais, Montréalaise. On avait la question de qu'est-ce qui compose les identités montréalaises, donc les membres participants. Qu'on avait aussi identifié, on avait identifié différents backgrounds aussi. Là, on n'est pas allé chercher, par exemple, dans le comité scientifique que des muséologues ou que des historiens. On a ouvert aussi les canaux pour avoir des points de vue différents. C'est vraiment aussi la confrontation d'idées, comme je disais. C'était important que nous, on amène un peu les contenus. Comme je disais, quand on a eu confrontation, des fois, c'est parce qu'on amenait des choses puis qu'on nous disait, mais non, on ne peut pas présenter ça, on ne peut pas dire les choses de cette façon-là. Il faut apporter telle, on pourrait dire, facette à la... J'imagine juste une boule disco, là. C'est ça, tes petits miroirs, là. Fait que des fois, on avait juste comme un côté, puis il nous en manquait d'autres. Donc, il y avait comme un prisme à construire. Puis je vous dirais, c'est un peu ça. Parce que là, il y avait vraiment un partage, la création des contenus. Parce que nous, on avait
déjà, on avait des choses à amener à la table, mais eux aussi en avaient. Donc là, on était plus dans des terrains de choix, de négociation, de consultation. Tu sais, on co-créait et à chaque étape, ils pouvaient... Une chose qui était importante, puis ça, c'est vraiment fondamental quand on dit qu'on va faire de la co-création, de la collaboration. Il ne faut pas juste le dire, il faut le faire. Et c'est là que quand on arrivait, on avait fait une séance, on en faisait plusieurs. Des fois, on rencontrait 5-6 comités à l'intérieur de 2 semaines, puis on faisait tout l'élagage de tous les commentaires, puis on envoyait ça à la boîte de prod. Et eux passaient à travers tous les commentaires et là, faisaient une nouvelle proposition de design ou de scénario. Et c'est là que les gens qui étaient sur les comités voyaient les résultats, mais ils voyaient les résultats de ce qu'ils avaient dit, là. Et c'est ça qui faisait toute la différence. C'est là où aussi on a eu de l'adhésion. On a eu des gens qui nous ont suivis pendant quand même 2 ans là, dans certains comités. Il y a beaucoup de personnes qui avaient aussi refusé au départ de faire partie des comités parce qu'ils avaient été brûlés par d'autres processus où on les avait écoutés, mais on les avait pas entendus. Puis on n'avait pas appliqué leurs commentaires dans le projet. Donc ça, c'est quelque chose qui m'était resté là, quand j'ai eu quand j'ai eu certains refus au départ. Je dis, OK, là, faut vraiment pas perdre ça de vue, il faut vraiment voir l'impact. Donc ça aussi, c'est important, ça, dans la collaboration. C'est que les gens doivent... Il faut réellement que l'institution se positionne en donnant de l'agentivité à ce qui est apporté à la table, en disant, oui, ce que vous dites est important, ce que j'ai à dire l'est aussi. Et là, c'est vraiment l'idée où on doit être... On est autour de la table. On ne fait pas juste présenter quelque chose, puis on écoute les commentaires. On est autour de la table avec un dialogue. C'est vraiment un positionnement, j'aurais quasiment à dire, physique, intellectuel. Il y a une approche de dialogue qui doit vraiment être là puis une intention, là, la réelle intention que ce que vous allez me dire va avoir une influence sur le projet. C'est une direction, là. C'est comme une direction, pas une direction artistique, là, mais c'est une direction la direction du développement des contenus. La collaboration citoyenne était intégrée dans le développement de ces contenus-là. Peut-être si vous voulez aussi agir sur la question sur la collaboration ou dans un contexte différent. Oui, c'est vrai que l'enjeu du résultat est quand même très important, que les gens puissent être convaincus que les paroles ont été bien accompagnées d'actes concrets. Si je prends un exemple qui concerne le Musée de la civilisation, l'exposition C'est notre histoire, Première Nation et Inuit du 21e siècle, qui a ouvert en 2013, a été un moment marquant en termes de démarche collaborative parce que, d'ailleurs, conjointement avec la Boîte Rouge Vif et des projets de recherche, cette exposition-là s'était orientée vers le modèle le plus élevé là, de collaboration, donc la concertation jusqu'à la fin du projet. Il y a des personnes qui ont été déçues à la fin du projet parce qu'à un certain moment, le musée a pris des décisions de manière autonome, rompant en quelque sorte un peu le contrat de départ. Et oui, il y a des gens qui ont la mémoire longue, hein, qui s'en souviennent et qui, jusqu'à aujourd'hui, là, seraient plutôt froids à l'idée de se réengager dans une collaboration. Donc, il y a toujours des preuves à faire et à refaire pour signifier la bonne foi, la bonne volonté du personnel et d'une institution en général. Mais l'exposition 2013 est quand même un moment marquant là, en termes de muséologie. Là. Ça ne diminue pas ce que ça constitue, ce moment-là, dans les démarches collaboratives à l'égard des Premières Nations et des Inuits. Ce que ça démontre, c'est que souvent, pour des questions de budget, pour des questions d'échéancier, les modèles, parfois, sont difficiles à faire aboutir complètement.
mais ce sont des enjeux. D'ailleurs, le cadre d'un budget ou d'un échéancier pour la rencontre réelle avec l'autre, ça peut être un obstacle, ça peut être un empêchement. Donc, il faut essayer de poursuivre et d'assouplir tout ça. Mais je pense que, c'est ça. Si on peut, malgré tout, affirmer qu'il y a une rencontre réelle qui s'est passée, qui s'est déroulée, qui s'est produite et que sur le plan humain, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est très important. Quand on travaille avec les milieux autochtones, l'élément humain, l'élément de la rencontre, l'élément de la relation est fondamental jusqu'à devenir même amis des gens avec qui on travaille. Donc, c'est ça. C'est complexe. Il faut continuer d'avancer. C'est jamais parfait. Au musée, on aura bientôt un test intéressant avec l'ouverture prochaine de l'exposition permanente sur le Québec autrement dit, qui transforme pas mal la manière de raconter le Québec tel qu'on le faisait classiquement, d'où le titre, le Québec autrement dit, avec une participation bien sûr importante des nations autochtones, dans un modèle qui est moins celui de la concertation que d'une collaboration, d'une consultation quand même très poussée. Le projet étant très vaste et multifacette. Voilà, là, en gros. C'est ça, ça me fait penser, je vais passer à vous, mais juste vous poser la question, parce qu'on sait, il avait écrit même d'Elizabeth Kane, un article aussi sur la problématique dans l'exposition qui était présentée en 2013. Et donc, puis musée, on voit qu'il y a eu quand même un impact de réflexion et tout ça. Je pense peut-être votre poste aussi, il y a quelque chose, la création en lien. Donc, il y a vraiment l'impact important de cette exposition, en sens même dans ces côtés qui ont moins marché ou qui ont eu l'impact. Je ne sais pas, est-ce que vous partagez cet avis, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a bougé après au sein du musée. Oui, c'est ça, effectivement. Là, les critiques qui ont émergé permettent de retenir des leçons importantes à appliquer. Puis c'est ce qu'on fait. Et la création de mon poste, je ne sais pas si c'est directement lié parce que ça s'inscrit dans une tendance quand même assez généralisée dans le domaine public et parapublic. Donc, peut-être que ce n'est pas directement lié, mais c'est certainement pertinent. C'est pas pour défendre ma fonction, mais je pense que oui. Non, je ne pensais pas juste suite à l'exposition, mais dans tout contexte, certainement, de décolonisation, réconciliation, etc. Oui, c'est vraiment assez important. Et on va dans les autres musées, malheureusement, pas autant qu'on voulait. Donc, on a une question, mais avant de la question, je vous laisserai quand même un petit moment de répondre et je vais revenir. Parce que j'ai posé à trois. Oui, j'ai assez peu de choses à rajouter, mais ce que j'entends de mes collègues, en fait, c'est que c'est sûr que chaque projet a des contraintes spécifiques qui n'ont pas le même poids pour tous les intervenants. C'est sûr que pour l'institution, il y a un poids particulier au niveau du budget, de l'échéancier et tout ça, donc ça peut avoir des impacts. Moi, ce que je remarque, disons, c'est la différence d'échelle. C'est-à-dire que là, on a vraiment des projets de grande envergure, alors que nous, on travaille souvent à une petite échelle, des petits projets. Et moi, je leur dis souvent à tout le monde, c'est, gars, on peut se tromper. Donc, ça enlève un peu de pression, puis ça facilite la négociation aussi. On peut se tromper, on va vivre avec ce qui va être sur les murs. C'est pas arrivé souvent. Mais en même temps, je veux dire, il faut que ça reflète ce que les gens ont voulu communiquer aussi. Alors, je pense qu'il y a peut-être une question d'échelle puis d'envergure aussi ça, c'est aussi en ligne de jeu. Je pense que c'est un excellent point parce qu'on a trouvé aussi peut-être les musées d'un peu plus petite échelle peuvent s'y permettre plus d'expérimentation. Et je pense que vous avez aussi avancé dans votre présentation cette volonté de Écomusée de Fiermont de garder notamment Écomusée pour pouvoir continuer à expérimenter. Et peut-être vous avez cette facilité. Il y avait aussi certains écrits sur les expositions de plus petite taille. Je voudrais répondre à Éric, là, parce que je ne suis pas d'accord. Non, pas en tout. En tout cas, notre échelle, parce qu'on n'est pas si grand que ça, j'avoue que je ne l'ai peut-être pas vraiment bien souligné, mais je vais reprendre l'exemple là, du kiosque du terrain de jeu. Un des grands concepts au-delà de la collaboration, c'est l'expérimentation. Mm-hmm. En fait, nous, là, on a prévu qu'on expérimentait à peu près sur une période de 3 ans pour voir à peu près
comment fonctionnerait justement cette collaboration-là, parce que jusqu'à temps qu'on ouvre le musée puis qu'on fait les premiers projets, ben on ne savait pas comment fallait l'expérimenter à notre façon à nous, à notre formule à nous. Ça a donné le projet du Chaînon, ça a donné le projet Milton Park. Là, on s'est rendu compte que c'est peut-être pas exactement ça. On a eu des consultations avec le comité des kiosques, puis on dit, bon, ben il faudrait peut-être que le kiosque, ça soit ça, le terrain de jeu, ça soit ça. Donc, on est encore, puis là, on va leur reproposer une autre façon de fonctionner à notre prochaine rencontre, parce que là, on a des propositions. Donc, on sait que pendant encore les 2 prochaines années, on va expérimenter. Là, on a fait le projet qui est là actuellement, entre le passé et le présent, qui met l'accent sur l'histoire des communautés noires et asiatiques à Montréal. Ben, il y a eu toutes sortes de petites choses qui se sont passées, puis là, on a revu justement notre chronologie, le temps qu'on a besoin pour faire les choses. Donc, on revoit tout. En fait, pour nous, là, c'est absolument en ce moment un espèce de, je dirais, carré de sable ou morceau de glaise qu'on modèle, puis on n'a pas du tout... On a trouvé un certain mode de fonctionnement, mais on n'a pas trouvé le mode de fonctionnement. Et on s'est vraiment dit que ça fait partie du travail avec les... Puis j'aime bien quand tu dis que chaque projet a quand même sa personnalité, parce que chaque groupe avec lesquels on travaille ont leur propre écosystème, ont leur propre mode de fonctionnement. Et ça, il faut le respecter aussi. Dans ces projets-là communautaires, on le sent que cette force-là et cette flexibilité-là, elle est fondamentale. Si on veut être rigide, si on veut avoir un cadre précis, je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Ça va être un échec, parce que il y aura pas assez de place pour l'échange, pour le dialogue, pour accepter l'autre comme il se présente. Et ça, on le vit. Alors, c'est pour ça que je dis que, ben non, là, l'expérimentation, elle est fondamentale. Nous, elle fait partie intégrante. Et puis, même que, là, je le parle pour ce que l'on fait là, mais une donnée que je n'ai pas dit non plus, c'est que quand on présente la collaboration qu'on fait avec les groupes, elle est au niveau de l'exposition, mais au niveau aussi des activités culturelles qui vont entourer l'exposition. Le vernissage aussi est fait avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de faire. Ils ont envie d'un vernissage ou pas? On le respecterait parce qu'ils n'avaient pas envie d'en faire un. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont discutées. Les communications aussi sont faites avec eux. Donc, toutes les étapes sont en collaboration. Je n'ai pas élaboré sur ça, là, j'avais juste 10 minutes. Mais c'est pour vous dire que tous les aspects que l'on faisait un peu... qu'on ferait seul quand on fait nos projets à nous, là. Mais là, on les fait vraiment en collaboration. C'est 360 degrés. Mais il faut qu'on... On le faisait pas comme ça avant, dans l'ancien centre d'histoire. Donc, là, on apprend à le faire, mais on expérimente et on s'est dit ce mot d'ordre-là. Et c'est pour toutes les activités du même, là, en ce moment, là. Tant mieux, et c'est votre fonction aussi, bravo. C'est pas ça, je me suis mal exprimée parce que j'avais dans l'idée, dans la réaction, je vous expliquais pourquoi, parce que j'ai participé à une table ronde sur les musées régionaux et je me réfère à quelque chose, un manifeste sur les petits musées, sur les musées régionaux qui était présenté à l'ICOM à Milan, je pense que ça fait plusieurs années, dans lequel on a défendu la position en quoi, comme petits musées, comme musées régionaux, sont plus flexibles, c'est-à-dire ils n'ont pas cette poids de financement d'une grande comme le Musée de la Civilisation peut difficilement se porter, ils sont plus flexibles. Donc ça, c'était, je pensais à cette manifeste quand j'ai prononcé ça en disant oui, il y a quelque chose parce qu'avec l'investissement, avec les enjeux qui sont beaucoup plus importants, il vient une responsabilité aussi et cette peur de ne pas se tromper. Et donc, c'est dans ce sens que j'ai... Mais c'est intéressant ce que vous dites là, parce que je me rappelle que dans les différents fondements pour mettre au monde le même, une des choses qu'on a regardées, c'est la micromuséologie. Voilà, donc, on est allé chercher de ces concepts-là pour les conserver dans notre ADN, parce qu'on les aimait. On était une plus petite institution avec le Centre d'histoire et on avait vécu... On avait apprécié cette façon-là de travailler à plus petite échelle. Et puis, on voulait garder aussi ce sentiment-là de plus petite échelle à l'intérieur de notre fonctionnement, mais à l'intérieur du feel aussi du musée. Donc, ça fait partie des fondements, des réflexions. Oui. On a une question. Oui.
Oui, en fait, moi, je m'en allais dans votre direction, M. Giroux, quand vous avez mentionné la notion d'échelle. C'est ça, j'aimerais ça vous entendre concernant le rapport à l'ancrage au territoire, l'ancrage local. Pour moi, avec l'écomusée, disons, qui est un musée davantage à l'échelle du quartier. Après ça, on a le même qui est à l'échelle de l'île, de Montréal. Puis je voulais vous demander aussi, Mme Charlebois, si vous aviez vu une différence, en fait, entre depuis le déménagement, vous étiez dans le Vieux-Montréal avant, maintenant vous êtes un peu plus central. Mais bon, et puis, avec le musée de la civilisation, là, c'est à l'échelle de la province, comment... Monsieur Jacob, en introduction, a parlé de la citoyenneté culturelle, mais on sait tous que c'est une multiplicité de citoyenneté culturelle, des identités, des montréalités, des québéquicités, peu importe. Comment on fait pour s'assurer de... je ne sais pas si inclure, c'est le bon terme, mais de vraiment dresser un panorama juste et équitable de la réalité qu'on veut représenter. Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que la notion d'échelle est un facteur important là-dedans. Bien, je vais commencer. Premièrement, Catherine, je ne voulais pas t'insulter, mais quand je parlais d'échelle, parce qu'on venait de parler de l'expo permanente. Puis pour moi, c'est autre chose. Parce que les kiosques, tu sais, je les connais assez bien, puis je sais que c'est un lieu d'expérimentation, puis tout ça. C'est vrai, l'expo permanente. C'est ça, parce qu'il faut vivre avec plus longtemps, donc... mais au niveau de l'échelle, moi, c'est ça, je me sens privilégié parce que c'est un territoire vraiment bien organisé. On est né d'un écosystème d'organismes communautaires, puis on a toujours conservé des liens avec ce milieu-là. Donc, nous, il y a vraiment une relation de proximité qui est différente peut-être pour le même si le même vraiment développe des projets extraordinaires à tous les points de vue. Non, mais ils réussissent à travailler avec les communautés, mais nous, c'est sûr que notre territoire est bien défini, bien structuré. Puis, à quelques reprises, moi et José, ta collègue, on a fait des présentations dans une formation de la SMQ sur la participation et tout ça. Et souvent, les musées nous demandaient, oui, mais comment on fait pour développer des liens avec le milieu et tout ça? Bien, il faut sortir du musée puis il faut être sur le terrain. Alors, nous, ces liens-là, on les a depuis 40 ans. Moi, je participe à peu près à toutes les activités de quartier autour de la Corporation de développement communautaire du Centre-Sud. Je suis membre de leur conseil d'administration. Je suis membre du conseil d'administration de d'autres organisations. Donc, je croise tout ce que le Centre-Sud compte de militants communautaires et tout ça. Je les croise tout le temps. Donc, c'est facile de développer des projets puis de travailler avec eux. Donc, cette échelle-là nous est favorable. Donc... Oui, c'est vrai que la question de l'échelle pour le musée de la civilisation, c'est un enjeu parce que là, il y a toujours le milieu dans lequel on est en proximité, avec lequel on est en plus grande proximité, qui est la ville de Québec. Donc, naturellement, il y a des relations qui se développent, par exemple, avec la nation Wendat, qui est à Wendat, qui n'est pas loin. Mais il faut aller au-delà des réflexes de cet ordre-là pour être pertinent pour oui, les différents milieux qu'on retrouve au Québec. C'est d'ailleurs une partie de mon mandat que de me promener et d'aller à la rencontre des institutions culturelles autochtones en premier, mais des différents milieux aussi, pour pouvoir établir des liens et engager une discussion qui doit se maintenir sur, évidemment, l'autorité dans le message, mais aussi dans la conservation des biens culturels, essayer de travailler ensemble pour le bénéfice mutuel. Donc, c'est vrai que c'est un défi de taille pour un musée d'État comme ça de sortir de ses propres murs parce que c'est grand, le Québec, évidemment. Et il y a des gens qui ne se sentent pas du tout concernés par ce qui se passe au Musée de la civilisation à Québec. C'est sûr, au Nunavik, ils ne pensent pas beaucoup à ce qu'on fait, sauf quand on fait des projets, bien sûr, qui ont un lien avec les Inuits. Mais voilà. Oui. Pour rebondir là-dessus, il y a un truc qui vient de me percuter un peu quand tu dis, par exemple, il y a plein de gens qui
s'intéressent pas nécessairement à ce qu'on fait en tant qu'institution. Mais justement, quand on les informe, ça donne envie de participer. Puis après ça, que ce soit à petite ou grande échelle comme vous, là, c'est 3 catégories, puis c'est super. Bien, quand c'est à plus grande échelle, bien, il faut des plus grandes équipes. C'est tout pour aller voir les gens. Puis après ça, bien, ça se situe au niveau du quartier ou de la ville. Puis il n'y a rien de mieux que de rencontrer du vrai monde pour parler du vrai monde aussi. En tout cas, c'est ce que je pense. Moi, j'aurais 2 questions qui touchent M. Giroux et Mme Charlebois. La première, c'est est-ce que vous voyez les communautés avec qui vous travaillez revenir chez vous, investir le lieu après le projet? Ben oui. Oui. Mais là, c'est difficile pour nous. Je peux vous dire, ça fait 6 mois là, qu'on est ouvert. Mais dans les 6 mois d'ouverture, je peux parler aussi le centre d'histoire avant tous les liens qu'on a faits. Je veux dire, on a quand même tissé des liens serrés avec certains membres de certaines communautés, des gens qui nous ont suivis pendant des années. C'est sûr que des fois, il y a des bulles d'intimité qui vont se créer à l'intérieur d'un projet. On va suivre pendant quelques mois, quelques années ensuite, puis après ça, bon, la vie va nous amener ailleurs. Ça, je pense qu'il faut le respecter, ça aussi. Puis d'ailleurs, un lien qu'on a eu très proche avec la communauté portugaise a amené un petit projet qu'on a présentement dans notre mur vitrine, mais c'est un lien qu'on avait déjà créé avec le Centre d'histoire de Montréal. Donc oui, on a certains membres de certains projets, puis ça fait 20 ans qu'on travaille avec cette communauté-là. Donc même si on a changé de lieu, même si les liens demeurent, mais c'est pas le cas pour tous les projets. Il y a un projet qu'on avait fait avec les habitations Jeanne-Mance pour leur 50e anniversaire. Pendant, je dirais, 3-4 ans, on était quand même très proches avec eux. Puis là, c'est plus un lien qu'on a, les gens changent, bon, etc. Là, en ce moment, avec notre ouverture, ce qu'on constate, puis je reviens encore au kiosque parce que c'est là où il y a le plus de changements. Là, on change à peu près les expositions 3 ou 4 fois là, dans l'année. C'est assez spécial de voir toute la communauté qui est là pour le projet, le vernissage, mais après ça, les différents projets qu'on fait avec eux, etc. Et là, on commence on les voit revenir aussi. On les voit qui l'idée, à travers le travail qu'on fait avec les expositions communautaires, c'est non seulement un travail pour amener cette histoire-là au musée, mais c'est aussi tisser des liens avec des nouveaux partenaires communautaires, parce qu'on avait notre carnet de balles là, qu'on avait avec le Centre d'histoire. On est en train d'inscrire d'autres noms à l'intérieur de ça. Mais c'était l'objectif aussi, parce que faire ces projets-là, c'est ouvrir nos murs, c'est aller à la rencontre. Ça se fait ici, ça se fait dans leurs locaux. Ça nous invite à être plus grand que soi. Ça nous invite à vraiment aller ailleurs que ce que nous, on ferait toute seule. Et ces gens-là reviennent voir d'autres projets. Ça nous permet aussi de devenir aussi cohérent ou intéressant ou pertinent pour des communautés qui viendraient peut-être pas. C'est quand on dit, ben on n'intéresse pas tout le monde, puis on le sait qu'on n'intéresse pas tout le monde, mais on voit que pour l'instant d'un moment, puis ça aussi, c'est correct, il faut faire la paix avec ça. Il y a des relations, puis ça, je pense que c'est aussi comme dans nos vies, on va avoir comme nos meilleurs amis qui vont rester avec nous pendant bien longtemps, des décennies. Puis on a des gens qu'on va rencontrer, on va passer un bon moment avec eux, puis ça va durer quelques mois, puis pour le hot d'un projet. Je pense qu'on le voit un peu comme ça aussi. Là, c'est difficile de parler de l'adhésion à long terme pour le même comme tel, mais ce qu'on ressent, c'est que on a, avec des projets, des espaces communautaires, là, on commence à voir que ça permet de façon très naturelle, de façon très pertinente et percutante pour ces communautés-là, parce qu'il y a un réel projet en 3D, il y a un vernissage, il y a des activités culturelles qui parlent d'eux. Il y a comme une espèce de momentum où ils viennent au même à ce moment-là. Et le même peut devenir un réflexe ou pas
mais ils découvrent le lieu. Et ça faisait partie de de ce qu'on voulait créer aussi. C'est pas juste le projet, c'est le lieu qui est important de le découvrir puis de l'apprivoiser puis que ça devienne un réflexe culturel. On parlait de citoyenneté culturelle. C'est comme on adopte sa bibliothèque, où on peut peut-être adopter son dépanneur, son restaurant de quartier. Bien, nous aussi, ce qu'on cherche, c'est adoptez-nous, citoyens, citoyennes de Montréal, parce qu'on fait partie de votre offre culturelle. Merci, merci. Malheureusement, c'est tout le temps que il reste plusieurs questions, donc oui, on va pouvoir poursuivre. J'aimerais bien vous poser. Merci à vous. Et merci à vous de nous écouter. On a dépassé un peu.